La métamorphose, par Franz Kafka. Lorsque Grégor Samsa s'éveilla un matin, au sortir de rêves agités, il se trouva dans son lit métamorphosé en un monstrueux insecte. Il reposait sur son dos qui était dur comme une cuirasse, et, soulevant un peu la tête, il apercevait son ventre bombé, brun, divisé par des arceaux rigides, au sommet duquel la couverture du lit, sur le point de dégringoler tout à fait, ne se maintenait que d'extrême justesse. D'impuissance, ses nombreuses pattes, d'une minceur pitoyable, par rapport au volume du reste, papillonnèrent devant ses yeux. « Qu'est-il advenu de moi ?» pensa-t-il. Ce n'était pas un rêve. Sa chambre, une vraie chambre humaine, quoique un peu trop petite, était là, paisible, entre les quatre murs familiers. Au-dessus de la table, sur laquelle se trouvait déballée une collection d'échantillons de tissus, Samsa était voyageur de commerce, était accrochée la gravure qu'il avait découpée peu auparavant dans une revue illustrée, et placée dans un joli cadre doré. Cela représentait une dame portant une toque et un boa de fourrure, assise bien droite, qui tendait vers le spectateur un volumineux manchon de fourrure où tout son avant-bras disparaissait. Le regard de Grégor se tourna ensuite vers la fenêtre, et le temps maussade, on entendait les gouttes de pluie marteler le zinc de la fenêtre, le rendit tout mélancolique. Est-ce que je ne ferais pas mieux de dormir encore un peu et d'oublier toute cette bouffonnerie, pensa-t-il. Mais c'était tout à fait irréalisable, car il avait l'habitude de dormir sur le côté droit, et dans son état présent, il ne parvenait pas à se mettre dans cette position. Il avait beau se projeter vers la droite avec toute son énergie, à chaque fois il basculait en arrière, sur le dos. Il essaya peut-être 100 fois, en fermant les yeux pour ne pas être obligé de voir le frétillement de ses pattes, et il ne s'arrêta qu'au moment où soudain il se sentit au flanc une douleur inconnue, légère et sourde. « Mon Dieu !» pensa-t-il. « Quel métier éprouvant ai-je choisi ! Tous les jours en voyage, tous les jours. Les contrariétés professionnelles sont beaucoup plus fortes qu'en travaillant sur place au magasin, avec en plus cette corvée des voyages qui m'est imposée, avec les soucis des correspondances pour le train, la mauvaise nourriture sans horaire régulier, les relations instables avec les gens, toujours interrompues et qui ne deviennent jamais cordiales. Que le diable emporte tout cela !» Il se sentit une légère démangeaison au ventre, en haut, se rapprocha lentement, sur le dos, du montant du lit, afin de pouvoir mieux soulever la tête. Trouva l'endroit qui le démangeait, tout rempli de minuscules points blancs qu'il ne sut pas s'expliquer. Il voulut tâter l'endroit avec une patte, mais la retira aussitôt, car à ce contact des frissons glacés l'enveloppèrent. Il se glissa de nouveau dans sa position d'avant. « Se lever tôt comme ça, pensa-t-il. Cela vous abrutit complètement. L'homme a besoin de sommeil, et certains voyageurs vivent comme des femmes de harem. Quand il m'arrive de retourner à l'hôtel dans le courant de la matinée pour inscrire des commandes que j'ai décrochées, ces messieurs sont encore assis à prendre leur petit déjeuner. Je n'aurais qu'à essayer de faire ça avec mon patron, et je serais balancé sur le champ. D'ailleurs, qui sait si cela ne serait pas très bon pour moi. Si je ne me retenais pas à cause de mes parents, j'aurais démissionné depuis longtemps. Je serais allé voir le patron et je lui aurais dit le fond de ma pensée, à cœur ouvert. Il en serait sûrement tombé de son pupitre. C'est bizarre aussi, cette façon de s'asseoir sur le pupitre et de regarder son employé de haut en lui parlant. Et l'autre, en plus, parce que le patron est dur d'oreille, doit s'approcher tout près. Allons, tout espoir n'est pas encore perdu. Une fois que j'aurai rassemblé l'argent pour lui rembourser la dette des parents, cela peut durer encore 5 à 6 ans, j'irai le voir, sans aucun doute. Alors la grande rupture sera consommée. Mais dans l'immédiat, il faut que je me lève, parce que mon train est à 5 heures. Et il regarda le réveil qu'il entendait sur le coffre. « Dieu du ciel !» pensa-t-il. Il était 6h30, et les aiguilles avançaient tranquillement.
Il était même la demi passée, pas loin de moins le quart. Le réveil n'aurait-il pas sonné ? On voyait du lit qu'il avait bien été réglé sur 4 heures, et il avait certainement sonné. Bon, mais était-il possible de continuer à dormir tranquillement avec cette sonnerie qui faisait vibrer les meubles ? Son sommeil n'avait pas été paisible, c'est vrai, mais d'autant plus profond, sans doute. Et que devait-il faire, maintenant ? Le train suivant partait à 7 heures. Pour l'attraper, il aurait fallu qu'il se dépêchât comme un fou. Or, les échantillons n'étaient pas encore emballés, et lui-même ne se sentait pas frais du tout, ni vraiment mobile. Et même s'il attrapait le train, il ne couperait pas un savon du patron, car un agent du magasin l'avait attendu au train de 5 heures et avait signalé depuis longtemps qu'il n'était pas à son poste. C'était une créature du patron, à l'échine souple et sans aucune intelligence. Et pourquoi ne se déclarerait-il pas souffrant ? Mais cela serait très désagréable, et des plus suspects, car Grégor n'avait pas encore été malade une seule fois en 50 services. Le patron ne manquerait pas de venir avec le médecin des assurances maladie. Il reprocherait aux parents la paresse de leur fils et couperait court à toutes leurs explications en s'appuyant sur le médecin des assurances, pour qui les gens sont toujours en parfaite santé mais paresseux au travail. Et du reste, dans le cas présent, aurait-il tout à fait tort ? Grégor, en effet, mis à part une somnolence franchement superflue après ce long sommeil, se sentait tout à fait bien et avait même particulièrement faim. Tandis qu'il réfléchissait ainsi à toute vitesse, sans pouvoir se décider à sortir du lit, le réveil sonnait justement 7 heures moins le quart. Il y eut un coup discret frappé à la porte, à la tête de son lit. « Grégor !» C'était sa mère qui l'appelait. « Il est 7 heures moins le quart, tu n'avais pas l'intention de partir ?» La douce voix. Grégor fut effrayé lorsqu'il s'entendit répondre avec une voix qui restait sans aucun doute celle d'avant, mais où se mêlait, comme par en dessous, un piaulement douloureux, impossible à contenir, et qui, dans un premier temps seulement, laissait les mots tout à fait distincts pour attaquer ensuite leur sonorité, à tel point qu'on ne savait pas si on avait bien entendu. Grégor avait eu l'intention de répondre et de tout expliquer en détail, mais dans ces circonstances, il se contenta de dire « Oui, oui, merci, mère, je me lève tout de suite. » Étant donné la porte en bois, la transformation dans la voix de Grégor ne devait pas se remarquer de l'extérieur, car cette explication tranquillisa la mère, qui s'en alla en traînant les pieds. Mais ce bref dialogue avait attiré l'attention des autres membres de la famille sur le fait que Grégor, contre toute attente, était encore à la maison. Et bientôt, à l'une des portes latérales, ce fut le père qui frappa, légèrement, mais du poing. « Grégor, Grégor !» cria-t-il. « Que se passe-t-il donc ?» Et après un court instant, il gronda encore une fois, mais d'une voix plus grave. « Grégor, Grégor !» Mais à l'autre porte latérale, la sœur fit une douce plainte. « Grégor, tu ne te sens pas bien ? As-tu besoin de quelque chose ?» Grégor répondit dans les deux directions. « Je suis prêt !» En s'efforçant de prononcer très soigneusement et de ménager des pauses prolongées entre les différents mots, pour que sa voix n'ait plus rien de surprenant. Aussi le père retourna-t-il à son déjeuner, mais la sœur murmura « Grégor, ouvre, je t'en conjure !» Or, Grégor ne songeait pas du tout à ouvrir. Au contraire, il se félicita de sa prudence, acquise en voyageant, qui lui faisait verrouiller toutes les portes la nuit, même à la maison. Il voulut d'abord se lever tranquillement sans être dérangé, s'habiller, prendre son petit déjeuner surtout, et seulement alors réfléchir à la suite car, il s'en rendait bien compte, en réfléchissant au lit, il n'aboutirait à rien de raisonnable. Il se souvint qu'il lui était déjà souvent arrivé de ressentir dans son lit une douleur, légère, causée peut-être par une mauvaise position et qui, une fois qu'il était debout, se révélait purement imaginaire, et il était curieux de voir si ces impressions d'aujourd'hui allaient se dissiper peu à peu. Que la modification de sa voix ne fût rien d'autre
que le premier signe d'un sérieux refroidissement, mal professionnel des voyageurs de commerce. Il n'avait pas le moindre doute là-dessus. Rejeter la couverture fut très simple, il n'eut qu'à se gonfler un peu, et elle tomba d'elle-même. Mais ensuite, cela devint compliqué, notamment parce qu'il était d'une largeur peu commune. Il lui aurait fallu des bras et des mains pour se redresser, mais à leur place, il n'avait que toutes ces petites pattes qui ne cessaient de s'agiter dans tous les sens et que, de plus, il ne pouvait contrôler. S'il essayait d'en replier une, elle commençait d'abord par se détendre, et s'il réussissait enfin à faire exécuter à cette patte ce qu'il voulait, toutes les autres se mettaient à tricoter, comme laissées à elles-mêmes, dans une agitation frénétique et douloureuse. Surtout, ne pas rester au lit outre mesure, se dit Grégor. Il voulut d'abord sortir du lit le bas de son corps, mais cette partie, que du reste il n'avait pas encore vue et dont il ne pouvait pas vraiment se faire une idée, se révéla trop lourde à déplacer. Cela allait si lentement, et quand enfin, presque à bout, sans plus de précaution, il se projeta vers l'avant en rassemblant toutes ses forces, il avait mal choisi sa direction. Il se cogna violemment contre le bout du lit, et la douleur cuisante qu'il ressentit lui apprit que, pour l'instant, le bas de son corps était peut-être la partie la plus sensible. Il essayait donc de sortir du lit le haut du corps et tourna prudemment la tête vers le bord. Cela fut facile, en effet, et malgré sa largeur et son poids, le corps tout entier finit par suivre peu à peu l'orientation de la tête. Mais lorsqu'enfin il se retrouva la tête à l'extérieur du lit, dans le vide, il eut peur de continuer à glisser plus loin de cette manière, car s'il devait se laisser ainsi tomber, à moins d'un miracle, il se blesserait à la tête. Et il ne pouvait, à aucun prix, se permettre de perdre connaissance, surtout maintenant. Il préférait encore rester au lit. Mais quand au terme de ses efforts redoublés, il se retrouva haletant, étendu comme au début, quand il vit à nouveau ses petites pattes battre les unes contre les autres, peut-être encore plus fort, qu'il ne trouva pas moyen d'introduire dans cette anarchie le calme et l'ordre, il se répéta qu'il était hors de question de rester au lit, et que le plus raisonnable était de prendre tous les risques, s'il y avait un espoir, si mince fût-il, de se dégager du lit de cette façon. Mais en même temps, il n'oubliait pas de se rappeler par intermittence qu'au lieu de prendre des décisions désespérées, il valait beaucoup mieux réfléchir posément, très posément. Dans ces moments-là, il rivait son regard sur la fenêtre, le plus fort qu'il pouvait, mais hélas, le spectacle du brouillard matinal qui voilait complètement l'autre côté de la rue étroite ne pouvait guère inspirer de confiance et de gaieté. « Déjà 7 heures !» se dit-il en entendant encore une fois sonner le réveil. « Déjà 7 heures, et encore un brouillard pareil !» Pendant un court instant, il resta étendu, calme, respirant doucement, comme s'il attendait peut-être que le silence complet fît rentrer toute la scène dans la réalité et l'évidence. Mais ensuite il se dit « Avant que 7h15 ne sonne, il est impératif que je sois entièrement sorti du lit. D'ailleurs, d'ici là, quelqu'un du magasin sera venu me demander de mes nouvelles, car on ouvre avant 7h. » Il entreprit alors de balancer très régulièrement son corps sur toute la longueur pour sortir du lit. S'il se laissait tomber de cette manière à l'extérieur, la tête, qu'il avait l'intention de relever vivement au moment de tomber, ne devrait pas se blesser. Le dos paraissait dur, et il ne souffrirait sans doute pas en tombant sur le tapis. Ce qui l'ennuyait le plus était d'imaginer le violent craquement qui ne manquerait pas de se produire et qui causerait probablement, derrière toutes les portes sinon de l'effroi, du moins des inquiétudes. Pourtant, il fallait tenter le coup. Une fois que Grégor fut à demi sorti du lit, cette nouvelle méthode était plus un jeu qu'un effort. Il n'y avait qu'à se balancer en cadence. Il pensa soudain combien tout serait simple si on lui venait en aide. 2 personnes vigoureuses, il songea à son père et à la bonne, auraient largement suffi.
Ils n'auraient eu qu'à passer leurs bras sous son dos bombé pour le décoller du lit, qu'à se pencher pour déposer leur charge et qu'à le laisser ensuite, sans intervenir, se remettre d'aplomb sur le plancher, où les pattes, comme ils l'espéraient, prendraient alors tout leur sens. Mais, à part le fait que les portes étaient fermées à clé, aurait-il vraiment été bien inspiré d'appeler à l'aide ? Malgré toute sa détresse, il ne put à cette pensée s'empêcher de sourire. Il était si bien parti qu'en se balançant un peu plus fort, il allait perdre l'équilibre. Il lui fallait donc d'urgence prendre une décision irrévocable, car dans 5 minutes, il serait 7h15, lorsqu'on sonna à la porte de l'appartement. « C'est quelqu'un du magasin », se dit-il, et il resta comme figé, tandis que ses pattes gigotaient d'autant plus vite. L'espace d'un instant, tout se tut. « Il n'ouvre pas », se dit Grégor, saisi d'un espoir insensé. Mais ensuite, comme toujours, la bonne se dirigea bien sûr d'un pas décidé vers la porte et ouvrit. Grégor n'eut qu'à entendre le premier mot de politesse du visiteur pour savoir aussitôt qui c'était. Le gérant en personne. Pourquoi Grégor, et lui seul, était-il condamné à travailler pour une entreprise où, dès le moindre manquement, on concevait les pires soupçons contre vous ? Tous ses employés étaient-ils donc des canailles, sans aucune exception ? N'y avait-il donc pas un seul homme fidèle et dévoué parmi eux ? Un seul que ses remords auraient rendu fou s'il avait dérobé ne fût-ce que quelques heures de la matinée à l'entreprise et qui se trouvait réellement empêché de sortir de son lit ? En vérité, ne suffisait-il pas d'envoyer aux nouvelles un apprenti, s'il était réellement indispensable de venir ainsi poser des questions ? Et fallait-il que le gérant vînt en personne ? Fallait-il ainsi démontrer à toute cette famille innocente que l'examen de ces affaires suspectes ne pouvait être confié qu'à l'intelligence du gérant ? Et Grégor, plutôt sous le coup de l'émotion où ses réflexions le plongeaient qu'à la suite d'une véritable décision, s'élança avec toute son énergie hors du lit. Il y eut un choc violent, mais qui ne fit pas vraiment grand bruit. La chute fut un peu amortie par le tapis. En outre, le dos était plus souple que Grégor ne l'avait pensé. De là, un son étouffé, à peine perceptible. Seule la tête, qu'il n'avait pas retenue avec assez de précaution, était meurtrie. Il la tourna et la frotta contre le tapis, de fureur et de douleur. « Quelque chose est tombé là-dedans », dit le gérant dans la pièce voisine, sur la gauche. Grégor essaya d'imaginer si une chose pareille ne pourrait pas arriver un jour au gérant, comme à lui-même aujourd'hui. Il fallait bien reconnaître dans le fond que ce n'était pas impossible. Mais comme s'il répondait brutalement à cette interrogation, le gérant fit dans la pièce voisine quelques pas bien assurés, en faisant grincer ses bottines vernies. De l'autre pièce sur la droite, la sœur informa Grégor en chuchotant « Grégor, le gérant est là ?»« Je sais, » dit Grégor à part, lui, car il n'osa pas élever assez la voix pour se faire entendre de la sœur. « Grégor !» dit alors le père depuis la pièce de gauche. « Monsieur le gérant est venu et demande pourquoi tu n'es pas parti par le premier train. Nous ne savons pas ce que nous devons lui dire. D'ailleurs, il veut aussi te parler personnellement. Je te prie donc d'ouvrir la porte. Il aura la bonté de bien vouloir excuser le désordre de la chambre. »« Bonjour, monsieur Samsa !» s'écria alors le gérant sur un ton aimable. « Il ne se sent pas bien, » dit la mère au gérant tandis que le père continuait à parler contre la porte. « Il ne se sent pas bien, croyez-moi, monsieur le gérant. Comment Grégor pourrait-il manquer un train, sinon ? Car ce garçon n'a que le magasin dans la tête. Je suis presque fâché parce qu'il ne sort jamais le soir. Tenez, il vient d'avoir 8 jours sans quitter la ville. Eh bien, il a passé toutes les soirées à la maison. Il reste assis à la table avec nous, il lit son journal sans rien dire, il étudie les horaires de train. S'occuper avec une scie à chantourner, par exemple, était déjà une distraction pour lui. En 2 ou 3 soirées, il a sculpté un petit cadre,
Vous seriez étonné de voir comme il est joli. Il est accroché là, dans sa chambre. Vous allez l'apercevoir tout de suite, dès que Grégor ouvrira. D'ailleurs, je suis heureuse que vous soyez là, monsieur le gérant. Tout seul, nous n'aurions pas pu décider Grégor à ouvrir la porte. Il est si entêté. Et il ne se sent pas bien, c'est certain. Même s'il affirmait le contraire ce matin. « J'arrive tout de suite !» dit Grégor lentement, en s'appliquant et en restant immobile pour ne pas perdre un mot de ses conversations. « Moi non plus, chère madame, je ne puis me l'expliquer autrement, » dit le gérant. « Espérons que ce n'est rien de sérieux. D'un autre côté, je dois tout de même dire que nous, dans les affaires, est-ce heureux ou malheureux, à chacun de le dire, nous devons très souvent dominer nos légers malaises, par nécessité professionnelle. « Alors, est-ce que monsieur le gérant peut entrer maintenant ?» demanda le père, impatient, en frappant encore une fois à la porte. « Non !» dit Grégor. Un silence gêné tomba dans la pièce de gauche, et dans celle de droite, la sœur se mit à sangloter. Pourquoi donc la sœur ne rejoignait-elle pas les autres ? Elle venait sans doute juste de se lever de son lit, et n'avait pas encore commencé à s'habiller. Et pourquoi donc pleurait-elle ? Parce qu'il ne se levait pas, refusait de laisser rentrer le gérant, parce qu'il était en danger de perdre sa place et qu'alors le patron recommencerait, comme avant, à persécuter les parents avec ses exigences ? Mais c'étaient là sans doute des soucis superflus pour l'instant. Grégor était encore là et ne songeait pas le moins du monde à abandonner sa famille. À présent, c'est vrai, il gisait là sur le tapis et, en connaissant son état, personne n'aurait sérieusement envisagé de lui qu'il laissât entrer le gérant. Mais ce n'est tout de même pas cette légère impolitesse, pour laquelle on trouverait très facilement par la suite une excuse convenable, que l'on pouvait renvoyer Grégor sans plus attendre. Et Grégor trouva qu'il serait beaucoup plus raisonnable qu'on le laissât tranquille à présent, au lieu de l'importuner avec des larmes et des objurgations. Mais c'était précisément leur ignorance qui tourmentait les autres et les excusait de leur comportement. « Monsieur Samsa !» s'écria alors le gérant avec une voix forte. « Que se passe-t-il donc ? Vous vous barricadez dans votre chambre, vous ne répondez que par oui ou par non, vous causez à vos parents de graves soucis, des soucis inutiles, et vous manquez, soit dit juste en passant, à vos devoirs professionnels d'une manière à proprement parler inouïe. C'est au nom de vos parents et de votre directeur que je m'exprime ici. Je vous demande solennellement de vous expliquer sur le champ et clairement. Je m'étonne, vraiment, je m'étonne. Je croyais vous connaître comme quelqu'un de calme, de raisonnable, et voilà que vous semblez soudain vouloir afficher des humeurs bizarres. Le directeur m'a bien suggéré ce matin une explication possible de votre manquement, concernant le recouvrement dont vous avez été chargé il y a peu, mais j'ai donné pour ainsi dire ma parole d'honneur que cette explication ne pouvait être juste. Toutefois, en constatant maintenant votre incompréhensible obstination, je perds toute envie d'entreprendre quoi que ce soit en votre faveur. En outre, votre situation n'est pas des plus assurées. J'avais à l'origine l'intention de vous dire tout cela en tête-à-tête, mais comme vous me faites ici perdre mon temps de cette manière, je ne vois pas pourquoi vos honorables parents ne devraient pas aussi en être informés. Sachez donc que vos résultats ces derniers temps ont laissé fort à désirer. Cette période de l'année n'est certes pas particulièrement propice aux affaires, nous l'admettons, mais une période où l'on n'en fait aucune, cela n'existe pas, monsieur Samsa. Cela ne doit pas exister. Mais, monsieur le gérant, cria Grégor éperdu, oubliant tout le reste dans son émotion. Je vais ouvrir immédiatement, à l'instant. C'est un léger malaise et quelques vertiges qui m'ont empêché de me lever. Maintenant, je suis encore dans mon lit. Mais je suis de nouveau frais et dispo. Je sors du lit tout de suite. Encore une petite minute de patience. Je ne vais pas encore aussi bien que je pensais. Mais je me sens déjà mieux. Cela vous tombe dessus sans crier gare. Hier au soir encore, j'allais tout à fait bien, comme mes parents le savent. Ou plutôt, j'ai eu un léger pressentiment, hier au soir. Cela devait se voir à ma tête. Pourquoi donc n'ai-je rien signalé au magasin ?
Mais voilà, on pense toujours qu'on triomphera du mal sans garder la chambre. Monsieur le gérant, ménagez mes parents. Pour tous les reproches que vous me faites maintenant, aucun n'est fondé. C'est aussi pourquoi on ne m'en a rien dit. Peut-être n'avez-vous pas lu les dernières commandes que j'ai envoyées? D'ailleurs, je vais attraper le train de 8 heures. Je pars en tournée. Ces quelques heures de repos m'ont rendu des forces. Ne vous mettez surtout pas en retard, monsieur le gérant. Je serai moi-même souper au magasin. Ayez la bonté d'en informer monsieur le directeur et de le saluer de ma part. Et tout en proférant à la hâte ces paroles, en sachant à peine ce qu'il disait, probablement grâce à la pratique qu'il avait acquise dans son lit, Grégor s'était approché sans difficulté du coffre, et il essayait à présent de se redresser en y prenant d'appui. Il avait effectivement l'intention d'ouvrir la porte. Oui, l'intention de se faire voir et de parler avec le gérant. Il était curieux de découvrir ce que les autres diraient en l'apercevant. Ces autres qui réclamaient si fort après lui. S'ils étaient effrayés, Grégor n'était plus responsable de rien et pouvait être tranquille. En revanche, s'il prenait la chose tranquillement, il n'avait plus de raison de s'inquiéter non plus. Et en se dépêchant, il pouvait de fait se trouver à la gare à 8 heures. Il commença par riper à plusieurs reprises sur la surface lisse du coffre, mais à la fin, prenant un dernier élan, il se retrouva dressé verticalement, sans plus faire attention aux douleurs dans le bas de son corps, qui étaient pourtant cuisantes. Il se laissa alors retomber en suivant le dossier d'une chaise voisine, en s'accrochant à ses contours avec ses petites pattes. Cependant, il avait recouvré la maîtrise de soi et se tut, car il était désormais capable d'écouter le gérant. « Mais y a-t-il une seule parole que vous ayez comprise ?» demanda le gérant aux parents. « Est-ce qu'il ne serait pas en train de se payer notre tête ?»« Pour l'amour du ciel !» cria la mère, déjà en larmes. « Peut-être est-il gravement malade, et nous le tourmentons. Grete, Grete !» s'exclama-t-elle ensuite. « Mère !» cria la sœur de l'autre côté. Elle se répondait à travers la chambre de Grégor. « Il faut que tu ailles immédiatement chez le docteur. Grégor est malade. Va vite chercher le docteur. As-tu entendu comment Grégor vient de parler ?» C'était une voix d'animal, dit le gérant avec une douceur surprenante, comparée au hurlement de la mère. « Anna, Anna !» cria le père en direction de la cuisine au-delà de l'entrée, tout en frappant dans ses mains. « Allez tout de suite chercher un serrurier !» Et déjà les deux jeunes filles traversaient l'entrée dans un bruissement de jupe. Comment la sœur avait-elle fait donc pour s'habiller aussi vite? Et ouvrait la porte de l'appartement à toute volée. On ne l'entendit pas claquer en se refermant. Sans doute l'avait-elle laissée ouverte, comme cela se produit toujours dans les demeures où vient d'arriver un grand malheur. Mais Grégor à présent était beaucoup plus tranquille. On ne comprenait donc plus ses paroles, bien qu'elles lui eussent semblé assez distinctes, plus distinctes qu'auparavant, peut-être que son oreille s'était habituée. Malgré tout, on envisageait désormais l'idée que quelque chose d'un peu anormal lui était arrivé, et on était prêt à l'aider. L'assurance et la détermination avec lesquelles on avait pris ses premières dispositions lui faisaient du bien. Il sentait qu'il appartenait de nouveau au cercle des humains, et il espérait que tous les deux, le docteur et le serrurier, sans qu'il fît vraiment de différence entre eux, allaient obtenir des résultats impressionnants, faire des prodiges. Pour se donner la voie la plus claire possible en prévision des pourparlers décisifs qui allaient avoir lieu, il toussauta un peu, mais en s'efforçant de le faire très doucement, car même ce bruit peut-être ne s'entendait déjà plus comme une toux humaine. Lui, en tout cas, n'osait plus en décider. Pendant ce temps-là, un silence complet s'était établi dans la pièce voisine. Peut-être les parents étaient-ils assis autour de la table avec le gérant, en train de chuchoter. Peut-être étaient-ils tous penchés devant la porte, à prêter l'oreille. Grégor s'orienta lentement vers la porte grâce au fauteuil. Puis il le lâcha, se lança contre la porte, s'y appuya pour se redresser. Les coussinets de ses pattes étaient un peu collants, et s'y reposa un instant de son effort. Mais ensuite, il entreprit avec sa bouche de faire tourner la clé dans la serrure.
Hélas, il semblait qu'il n'y eût pas vraiment de dents. Comment s'y prendre maintenant pour saisir la clé ? Il était clair, en revanche, que ses mâchoires étaient très fortes, et grâce à elles, il finit par réussir à bouger la clé, sans prendre garde qu'il était certainement en train de se faire du mal, car un liquide brun s'écoulait de sa bouche, se répandait sur la serrure et dégouttait sur le plancher. « Mais écoutez !» fit le gérant dans la pièce voisine. « Il tourne la clé !» Cela fut pour Grégor un grand encouragement, mais tous auraient dû lui crier, le père et la mère aussi, « Vas-y, Grégor !» Ils auraient dû lui crier « Continue, surtout, accroche-toi bien à la serrure !» Et à l'idée que tous suivaient avec grand intérêt sa tentative, il mordit dans la clé avec toute l'énergie dont il était capable, sans plus penser à rien d'autre. Au fur et à mesure que la clé tournait, il décrivait des arabesques autour de la serrure. Il finit par ne plus se maintenir que par la bouche, et selon l'effort nécessaire, il se suspendait à la clé ou pesait dessus avec tout le poids de son corps. Le déclic sonore que fit enfin le pêne en revenant en arrière réveilla pour ainsi dire Grégor. Avec un soupir de soulagement, il se dit « Je me suis donc passé du serrurier !» Et il posa la tête sur la poignée pour achever d'ouvrir la porte. Comme il avait dû l'ouvrir de cette manière, elle était déjà largement entrebâillée sans que lui-même fût encore visible. Il lui fallait d'abord pivoter lentement autour de l'un des battants, avec force et précaution, s'il ne voulait pas tomber lourdement sur le dos, juste avant de pénétrer dans la pièce. Encore tout occupé par ce mouvement complexe, il n'avait pas le temps de prêter attention à autre chose, quand il entendit le gérant s'exclamer très fort « Oh !» Cela fit l'impression d'un souffle de vent violent. Alors il le vit, lui qui était le plus près de la porte, plaquer sa main sur sa bouche ouverte et reculer lentement, comme s'il était chassé et entraîné sans à-coups par une force invisible. La mère, malgré la présence du gérant, elle avait les cheveux encore tout dénoués et tout ébouriffés après la nuit, commença par regarder le père en joignant les mains, puis elle fit 2 pas dans la direction de Grégor, avant de s'effondrer au milieu de ses jupes qui se déployèrent tout autour d'elle. Le visage disparaissait complètement, incliné vers la poitrine. Le père serra du poing, l'air hostile, comme s'il voulait repousser Grégor dans sa chambre. Il regarda autour de lui dans la salle, semblant hésiter, puis il se cacha les yeux avec les mains et pleura, à en secouer sa poitrine importante. Grégor s'abstint donc de pénétrer dans la pièce, mais s'effaça derrière le battant fixe de la porte, si bien que la moitié seule de son corps était visible, avec la tête penchée au-dessus, de côté, ce qui lui permettait de lorgner vers les autres. Entre-temps, il s'était mis à faire beaucoup plus clair. De l'autre côté de la rue se détachait nettement un pan du mur gris, presque noir, de la maison d'en face qui n'en finissait pas. C'était un hôpital. Avec ses fenêtres régulières trouant la façade, il pleuvait encore, mais ce n'étaient plus que des grosses gouttes que l'on voyait distinctement tomber, comme projetées une à une sur le sol. La table du petit déjeuner, avec beaucoup trop de vaisselle, n'était pas encore débarrassée, car pour le père le petit déjeuner était le repas le plus important de la journée, et il le faisait durer des heures avec la lecture de différents journaux. Sur le mur, juste en face, était accrochée une photographie de Grégor, qui datait de son service militaire et où on le voyait en sous-lieutenant, la main sur son sabre, sourire d'un air insouciant et demandant le respect dû à sa prestance et à son uniforme. La porte de l'entrée était ouverte, et comme celle de l'appartement l'était aussi, on apercevait au-delà le palier les premières marches de l'escalier qui descendait. « Eh bien, dit Grégor, conscient d'être le seul à avoir gardé son calme, je vais m'habiller tout de suite, emballer la collection et partir. Voulez-vous me laisser partir? Le voulez-vous bien? À présent, monsieur le gérant,
Vous voyez que je ne suis pas entêté et que je veux bien travailler. C'est pénible de voyager, mais je ne pourrais pas vivre sans ces voyages. Où allez-vous donc, monsieur le gérant? Au magasin, c'est cela? Allez-vous tout raconter sans déformer la vérité? Il arrive que l'on soit incapable de travailler pendant un moment, mais c'est précisément alors qu'il faut se souvenir des réalisations passées, et bien se dire qu'une fois l'obstacle surmonté, on ne manquera pas de travailler avec d'autant plus de zèle et d'acharnement. Et j'ai tant d'obligations envers monsieur le directeur, vous le savez très bien. Par ailleurs, j'ai la charge de mes parents et de ma sœur. Je suis dans le pétrin, mais je vais réussir à m'en sortir. Pourtant, ne me rendez pas la tâche plus difficile qu'elle ne l'est déjà. Continuez à prendre mon parti au magasin. On n'aime pas le voyageur, je le sais. On pense qu'il gagne un argent fou et qu'il mène une belle vie. C'est vrai que l'on n'a pas de raison spéciale de revenir sur ce préjugé. Mais vous, monsieur le gérant, vous connaissez beaucoup mieux toutes ces données que le reste du personnel. Entre nous, vous en savez beaucoup plus là-dessus que le directeur lui-même, qui en sa qualité de chef d'entreprise peut aisément commettre une erreur de jugement au détriment d'un employé. Et vous savez très bien que le voyageur, qui est absent du magasin presque toute l'année, peut très facilement devenir la cible des racontards, des remarques faites au hasard et des plaintes injustifiées, contre lesquelles il est tout à fait incapable de se défendre, car en général, il n'en entend même pas parler pour la plupart. Et c'est seulement une fois rentré chez lui, épuisé, qu'il commence à en ressentir les graves conséquences, personnellement, dans son corps, sans plus pouvoir en déterminer les causes. Monsieur le gérant, ne partez pas sans me dire un mot pour me montrer que vous me donnez raison. Au moins un peu, en partie. Mais le gérant, dès les premières paroles de Grégor, s'était détourné et, les lèvres retroussées, ne fit que lui jeter un regard en arrière, par-dessus son épaule qui tremblait. Pendant la harangue de Grégor, il ne resta pas un instant immobile, et, sans le lâcher du regard, il se retira en direction de la porte, mais très progressivement, comme s'il existait une interdiction secrète de quitter la pièce. Il était déjà dans l'entrée, et au mouvement brusque qu'il fit en retirant son pied pour sortir complètement de la salle, on aurait pu croire qu'il venait de se brûler la semelle. Une fois dans l'entrée, il tendit la main droite loin devant lui, vers l'escalier, comme si là-bas l'attendait une délivrance proprement surnaturelle. Grégor se rendit compte qu'il ne devait en aucun cas laisser le gérant partir dans cet état d'esprit, s'il ne voulait pas que sa situation au magasin fût hautement compromise. Quant aux parents, ils ne voyaient pas aussi clair dans tout cela. Les années passant, ils s'étaient persuadés que Grégor était casé pour sa vie entière dans ce magasin. De plus, ils avaient à cette heure tant à faire avec les soucis du moment qu'ils en avaient perdu toute faculté de penser à la suite. Mais Grégor, lui, en était capable. Il fallait absolument retenir le gérant, le tranquilliser, le convaincre et enfin le circonvenir. Car c'était l'avenir de Grégor et de sa famille qui en dépendait. Si seulement la sœur avait été là. Elle était avisée. Elle avait déjà versé des larmes quand Grégor gisait immobile sur le dos. Et sûrement le gérant, cet ami des dames, se serait-il laissé influencer par elle. Elle aurait refermé la porte de l'appartement, et dans l'entrée, en lui parlant, elle aurait dissipé ses craintes. Mais voilà, la sœur n'était pas là, c'était à Grégor lui-même d'agir. Et sans songer que pour l'instant il ne connaissait pas encore ses capacités de déplacement, sans songer non plus que peut-être, ou même que sans doute, encore une fois sa harangue n'avait pas été comprise, il se détacha du battant de la porte, s'engagea dans l'entrebâillement, voulut aller vers le gérant qui, sur le palier, se cramponnait déjà les deux mains à la rampe, d'une façon ridicule, mais aussitôt, en cherchant à se retenir et avec un faible cri, Grégor retomba sur toutes ses petites pattes. À peine cela était-il arrivé qu'il ressentit pour la première fois de la matinée une sensation de bien-être physique. Les petites pattes reposaient sur une surface stable, elles obéissaient parfaitement,
comme il le constata avec joie. Elles aspiraient même à le transporter là où il voulait. Et il se prit à croire que, dans son malheur, une amélioration définitive était imminente. Mais, à l'instant même où, s'étant approché tout près de sa mère et se balançant encore dans son élan, il se trouva sur le plancher, juste en face d'elle. Bien qu'elle parût complètement absorbée dans ses pensées, elle sauta tout à coup en l'air, étendant grand les bras, les doigts écartés, et hurla « Au secours! Pour l'amour de Dieu, au secours !» Elle tenait la tête penchée comme pour mieux voir Grégor, mais, chose absurde, s'éloignait en courant dans un mouvement contraire. Avait oublié que la table était encore encombrée et se trouvait là, derrière. S'assit vivement dessus lorsqu'elle y fut, comme par distraction, et ne sembla pas remarquer du tout qu'à côté d'elle, la grande cafetière s'était renversée et qu'un flot de café se répandait sur le tapis. « Mère, mère !» dit Grégor doucement en levant les yeux vers elle. Pour un instant, le gérant lui était complètement sorti de l'esprit. En revanche, il ne put s'empêcher, en voyant couler le café, de claquer plusieurs fois des mâchoires dans le vide. Là-dessus, la mère hurla de plus belle, s'enfuit de la table et tomba dans les bras du père qui se précipitait à sa rencontre. Mais Grégor, à présent, ne pouvait pas consacrer de temps à ses parents. Le gérant était déjà dans l'escalier, le menton sur la rampe. Il jetait un dernier coup d'œil en arrière. Grégor prit de l'élan pour tenter, avec le plus de chance possible, de le rattraper, mais le gérant dut se douter de quelque chose, car il sauta plusieurs marches à la fois et disparut. Il poussa juste un « Ouh !» qui retentit dans toute la cage d'escalier. Hélas, la fuite du gérant sembla aussi faire totalement perdre la tête au père, qui, jusque-là, avait à peu près gardé son calme, car au lieu de se mettre lui-même à courir après le gérant, ou au moins de ne pas empêcher Grégor de le poursuivre, il saisit de la main droite la canne du gérant, que celui-ci avait abandonnée dans un fauteuil avec son chapeau et son pardessus. De la main gauche, il attrapa sur la table un grand journal et, tapant à ses pieds, il commença à repousser Grégor dans sa chambre en le menaçant de la canne et du journal. Aucune supplication ne secourut Grégor. Aucune ne fut même comprise, et si humblement qu'il tourna la tête, le père n'en tapait que plus fort à ses pieds. À l'autre bout de la pièce, la mère avait ouvert grand une fenêtre malgré le froid qu'il faisait, et se penchant à l'extérieur, elle pressait son visage dans ses mains, en le portant au dehors. Un violent courant d'air s'engouffra de la rue dans la cage d'escalier, les rideaux de la fenêtre se soulevèrent, les journaux sur la table se gonflèrent, quelques feuilles volèrent sur le plancher. Sans pitié, le père le pressait en poussant des sifflements comme un sauvage. Or Grégor n'avait encore aucune pratique de la marche à reculons, et cela allait vraiment très lentement. Si seulement on lui avait permis de se retourner, Grégor aurait été dans sa chambre en un clin d'œil. Mais il redoutait d'impatienter le père en perdant du temps à faire demi-tour, car il était menacé à tout instant de recevoir la canne brandie par la main du père dans le dos ou sur la tête, le coup fatal. À la fin, Grégor n'eut pourtant pas d'autre solution, car il constata avec horreur qu'à reculons, il ne parvenait même pas à maintenir sa direction. Jetant sans cesse des regards inquiets sur les côtés, vers le père, il entreprit donc, aussi vite qu'il pouvait, mais en réalité encore très lentement, de faire demi-tour. Le père se rendit peut-être compte de sa bonne volonté, car bien loin de le gêner, il orienta par moments son mouvement de rotation à distance du bout de sa canne. Si seulement il n'y avait pas eu ces sifflements insupportables du père. Grégor en perdait complètement la tête. Il avait déjà quasi achevé de faire demi-tour, lorsque, obsédé par ces sifflements, il se trompa et réduisit un peu son angle. Mais quand enfin il se retrouva par chance la tête devant l'ouverture de la porte,
Il apparut que son corps était trop large pour y passer sans encombre. Bien sûr, la pensée par exemple d'ouvrir l'autre battant de la porte pour ménager à Grégor un passage suffisant n'effleura pas le père, vu son état d'esprit du moment. Son idée fixe, sa seule idée, était que Grégor devait regagner sa chambre aussi vite que possible. Jamais il n'aurait supporté les mouvements préparatoires complexes dont Grégor avait besoin pour se redresser et réussir peut-être ainsi à passer la porte. Au contraire, il se mit à faire de plus en plus de bruit pour activer la progression de Grégor, comme s'il n'y avait aucun obstacle à cela. Ce qui s'entendait derrière Grégor ne ressemblait déjà plus à la voix d'un seul père. Désormais, il ne s'agissait vraiment plus que d'une plaisanterie. Et Grégor, advienne que pourra, s'engagea en force dans le passage. Son corps se souleva d'un côté, se coinça de travers dans l'ouverture. L'un de ses flancs était tout meurtri. Cela laissa sur la porte blanche de vilaines taches. Bientôt, il fut bloqué et aurait été incapable de se dégager tout seul. Ses petites pattes pendaient sur un côté, en tremblant dans le vide. Les autres, comprimés contre le plancher, le faisaient souffrir. Alors le père lui donna par derrière un coup violent qui fut sur le champ une véritable délivrance. Et en saignant à profusion, il vola en l'air très loin à l'intérieur de sa chambre. Il y eut encore la porte qu'on referma avec la canne, puis vint enfin le silence.